Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes à la bibliothèque en compagnie de Madame Bouvard. Et devinez quoi, nous allons parler d'enchaînement de dessins accompagnés d'un texte relatant une action de façon fragmentée, le texte étant subordonné à l'image. Donc vous l'avez compris, nous allons parler de bande dessinée. Nous allons parler de bande dessinée plus particulièrement des années 60, ce à partir de l'exposition que vous avez coordonnée, Madame Bouvard. Plus particulièrement donc des années 60. Pourquoi les années 60 ? Pourquoi pas les années 50 ? Quel est l'état des lieux en fait de la bande dessinée dans les années 60 ? Voilà, c'est vrai que cette exposition sur ces années qu'on appelait les 60s a été l'occasion donc de redécouvrir ces bandes dessinées et loin de faire une séquence nostalgie rétro, eh bien on va se rendre compte qu'elles sont encore très vivantes aujourd'hui en fait. Elles ont été très importantes pour le développement de la bande dessinée. Alors la bande dessinée en France dans les années 60, c'est essentiellement le développement, l'arrivée de ce qu'on a appelé la bande dessinée franco-belge, la ligne claire. Et c'est un très grand auteur de bande dessinée, c'est Hergé, qui a popularisé vraiment énormément cette ligne claire. Alors, un des meilleurs albums de la série, Tintin au Tibet, un des sommets des aventures de Tintin, une merveilleuse bande dessinée. Alors, la ligne claire, ce sont des dessins avec des traits bien délimités, des dessins assez simples, très lisibles, et vraiment, la série Tintin a fait l'unanimité, en fait. Elle a un peu réconcilié aussi les parents avec la bande dessinée, qui commence dans les années 60 à entrer timidement encore dans les écoles et les bibliothèques, parce que c'est pas encore reconnu quand même la bande dessinée comme un art. Alors, par contre, le paysage de la bande dessinée dans les années 60 en France, il est très différent d'aujourd'hui parce qu'il paraît très peu d'albums en fait. Ça passe essentiellement par les revues et ce sont la Belgique qui donne le ton. Bande dessinée franco-belge, ça vient de Belgique essentiellement, avec deux revues qui ont eu une importance très grande. Eh bien, ce sont Tintin et Spirou. Tintin et Spirou qui plaisent énormément au jeune public, qui présentent des jeunes auteurs, des bandes dessinées de qualité. Par contre, en France, la bande dessinée, ça vivote un petit peu de manière un petit peu tristounette. On en est encore à la semaine de Suzette et autres bandes dessinées qui nous viennent plutôt du 19e siècle. Les éditeurs sont encore très frileux en France. Voilà. Frileux, mais il y a une apparition d'un journal exceptionnel, vous allez nous en parler, et c'est comme ça que nous allons définir une petite bibliographie, c'est le journal Pilote. Voilà. Alors Pilote, c'est essentiellement René Goscinny, avec son complice Uderzo. Les jeunes auteurs en France piaffent d'impatience. Ils ont envie de faire comme les Belges et de publier ces nouvelles bandes dessinées d'aventure et d'humour avant tout. Et Goscinny va créer le fameux journal Pilote. En 1959, très exactement, Pilote va devenir le journal d'Astérix à travers une série vraiment emblématique qui démarre là aussi fin des années 50, 1959, mais le premier album, c'est 1960. Alors Astérix le Gaulois aussi va beaucoup faire pour réconcilier les parents et les enfants, parce que c'est une bande dessinée lisible par tout le monde, et puis en même temps c'est une bande dessinée bourrée de références historiques, il y a les citations latines, les jeux de mots, et les parents adorent, les enseignants aussi, c'est très populaire. Puis Astérix, ça paraît en strip dans La Voix du Nord, ça paraît en album donc à partir des années 60. On peut signaler que dans les années 60, on a lancé le premier satellite français, porte le nom d'Astérix, donc une bande dessinée très populaire. Et on peut signaler donc qu'il y a cette réédition formidable sur papier couché. Voilà l'album original d'Astérix, et puis voilà la réédition récente, donc en format plus grand, avec vraiment les lettres, le lettrage des phylactères, des bulles, redessinées avec les couleurs vraiment magnifiques, un papier de qualité. Donc vraiment, la nouvelle édition, elle vaut le coup. Et puis Astérix, je dirais que ça continue.
puisque récemment on a eu Astérix et le Griffon qui est paru, donc d'autres auteurs se sont emparés du personnage et continuent cette série très populaire, alors non seulement en France, mais dans le monde entier à travers de nombreuses traductions. Je mettrai un petit bémol quand même sur la continuation d'Astérix, parce que dans les albums d'origine, les gags fusent à toutes les pages. Hein, c'est un feu d'artifice de gags. Et dans les albums modernes, ça s'étire un petit peu plus lentement. Hein. Elles sont très bonnes. Hein. Elles sont très bonnes sur le plan technique, sur le plan des histoires, de la réalisation. Mais je trouve que les gags sont un peu plus laborieux. Hein, qu'on a l'impression que quand les auteurs trouvent un gag, ils vont l'étirer pendant plusieurs pages. Bon, ça, c'est un avis. C'est votre opinion. Oui, tout à fait. En préparant cette émission, je me suis aperçu qu'il y avait une trilogie, en fait. Nous en avons parlé, vous avez classé Lucky Luke après, mais c'était Tintin, Astérix, Lucky Luke, les grands pères fondateurs, si on peut dire, qui arrivent dans les années 60. Pourquoi avez-vous classé Lucky Luke dans cette pile, mais venant après ? Parce que Lucky Luke, c'est une série au long cours, en fait, hein, avec énormément d'albums qui paraissent hein, et qui continuent toujours. Même chose que pour Astérix. Hein, des jeunes auteurs se sont emparés de Lucky Luke en le modernisant un petit peu. Bon, il ne fume plus. C'est ça, il a un brin d'herbe. Voilà. Et puis on a des thèmes d'actualité hein, qui ressortent avec toujours beaucoup d'humour. C'est vrai que Tintin, Astérix, Lucky Luke sont les trois séries vraiment de base pour tout public. C'est ça qui est important. Ça peut être lu très très jeune par des enfants très jeunes. Et puis en même temps, il y a un humour au second degré quelquefois. Parce qu'en fait, il y a différents niveaux de lecture. Voilà, exactement. C'est la richesse de la bande dessinée. Ces différents niveaux de lecture qui font que ces bandes dessinées rassemblent tout le monde. Voilà. Et donc, il n'y a guère que Tintin qui n'a pas été prolongé, puisque c'était la volonté d'Hergé, le créateur de Tintin. Alors, je vois que vous allez nous parler de Benoît Brisefer et des Taxis Rouges. C'est un dessin de Peyo. Voilà, alors toutes sortes d'excellentes séries vont démarrer. Peyo qui a aussi créé les Schtroumpfs. Voilà. D'excellentes séries vont démarrer dans les années 60 et elles démarrent dans les années pilotes hein, parce qu'à l'époque, un auteur ne publie pas d'album d'emblée. Il se fait la main un peu sur ses séries dans les revues et si la série plaît, eh bien, elle paraît en album. C'est ce qui se passe aussi pour les mangas au Japon. Ça fonctionnait un petit peu de cette manière-là. Les mangas qui avaient du succès paraissaient ensuite en album puis en dessin animé. Et donc, quand les albums paraissent, je dirais que l'auteur, il maîtrise déjà bien et son dessin et son sujet. Alors on a un petit héros qui plaît beaucoup aussi, c'est Benoît Brisefer, hein, qui est une force prodigieuse. Premier album, donc Les Taxis Rouges, en 1960. Et puis nos célèbres Schtroumpfs, là aussi, qui vont se tailler un beau succès, les petits bonshommes bleus, les petits lutins, à travers de nombreuses aventures. Ça commence également dans Pilote et ça paraît en album par la suite. Hein. Alors, je vois qu'on a mis un excellent Astérix et Cléopâtre. Je l'ai sorti, ça me bande dessinée, parce que pour moi, c'est un peu le sommet de la série. Hein. Il a d'ailleurs été adapté au cinéma. Avec talent par Alain Chabat. Oui, oui, avec un excellent... il y a eu le dessin animé qui était déjà excellent, le film, hein, avec un Alain Delon en César absolument extraordinaire. Et puis, je pense que ça continue, les adaptations au cinéma d'Astérix, avec des films d'ailleurs à grand spectacle. Alors, on va faire peut-être le grand écart en présentant Barbarella et même Blueberry, et on va même parler de Drouillet. Barbarella, donc grand écart par rapport à Astérix. Les années 60, c'est les années tout azimut en fait. Ce sont des années donc où la bande dessinée se popularise avec ces revues qui ont des tirages absolument extraordinaires. Hein. Pilote, c'est toutes les semaines en plus, c'est un hebdo. Alors on parle de 300 000 exemplaires. Alors la légende veut que ça se soit écoulé en quelques heures. Bon, il paraît que ça s'est écoulé en quelques jours, mais 300 000 exemplaires, c'est extraordinaire. Oui, oui, ça a vraiment un retentissement, c'est dans tous les kiosques. Et puis dans les années 60, il y a des kiosques à journaux absolument partout, hein, dans toutes les gares, dans les rues, même dans les
les localités pas très importantes, on peut y accéder facilement, des maisons de la presse, même dans les épiceries, quelquefois on vend des bandes dessinées. Alors, il y a un autre phénomène qui va arriver au cours des années 60, c'est que Pilote commence comme une revue pour les jeunes garçons peut-être surtout, parce que la BD est encore plus masculine que féminine. Et puis petit à petit, ce public va grandir, et Pilote va grandir avec son public. Et il commence par être une revue pour enfants, il termine à la fin des années 60 par être une revue pour les adolescents et même les jeunes adultes. Et d'autres héros et héroïnes vont apparaître dans ces années 60. Alors Barbarella, c'est pas dans Pilote, c'est Jean-Claude Forest, c'est un Belge encore, on trouve encore un Belge qui crée cette héroïne en prenant un petit peu comme modèle Brigitte Bardot. Donc elle est très belle, elle a des longs cheveux, elle a des tas d'aventures, elle est très libérée, elle fait ce qu'elle veut, c'est une femme volontaire. Et c'est vraiment un coup de tonnerre dans l'univers de la bande dessinée parce que c'est complètement nouveau. Une héroïne indépendante, libre et sans complexe. Voilà. Alors elle a été popularisée par le film qu'a tourné Roger Vadim avec Jane Fonda. Ah voilà, qui a fait une très belle Barbarella. Alors Barbarella, c'est une esthétique un peu qui doit à un mouvement d'illustration un peu particulier qui n'a pas duré longtemps mais qui a été vraiment un feu d'artifice. C'était l'illustration psychédélique avec des longues chevelures, une espèce d'exubérance comme ça. Qui correspond bien aux années 60 en fait et aux idées qu'on s'en fait. Oui, et qu'on trouve dans l'illustration de cette époque-là. Et elle a eu beaucoup d'importance donc dans cette évolution de la bande dessinée. Alors je vois que vous sortez une petite cousine de Barbarella qui est apparue un peu après, c'est Hypocrite, qui a eu peut-être un peu moins de succès, mais qui est une petite héroïne très délurée. Avec des dessins aussi psychés. Oui, voilà, très, très coloré, très... Donc ça pouvait plaire à un public beaucoup plus adolescent et jeunes adultes, ce type de bande dessinée. Malheureusement, on peut dire que ça a mal vieilli, c'est ça ? Ça a mal vieilli, ça n'a pas duré longtemps, en fait. Oui, ça s'est éteint quand même assez vite, ces histoires de psychédélisme. Bon, c'est parti aussi dans des excès, aussi dans certains domaines, parce qu'il y a eu l'usage des drogues aussi, malheureusement, qui a été... et puis, en fait, qui a mal tourné, évidemment, comme ça devait mal tourner au bout d'un moment. Alors, je pense, pardon, excusez-moi, si on parle de psychédélisme et de dessins explosés, on peut parler de Druillet, Philippe Druillet. L'un des maîtres, un maître, Philippe Druillet et ses voyages de Sloane, qui ont démarré en noir et blanc ou dans cette version-là. En 1966, exactement, grâce à un éditeur, je dirais, courageux, qui s'appelait Eric Losfeld, qui n'a pas fait fortune, qui a eu beaucoup d'ennuis avec la justice, mais qui a eu un rôle fondamental pour le développement de la bande dessinée dite adulte. Alors, Lon Sloan, c'est une histoire de science-fiction complètement fantastique, nourrie de beaucoup d'œuvres de la littérature qui débarquaient en France à cette époque-là et que vraiment on découvrait qui était complètement nouvelle. C'est un héros qui circule à travers les galaxies, le héros aux yeux rouges, c'est très fantastique, les histoires sont très riches. Alors vous voyez que ces premiers dessins sont encore, non pas maladroits, mais on voit que c'est un très très... Et puis la facture est encore classique. Alors je ne sais pas si dans cet album... Par la suite, oui. Mais voilà, c'est complètement... Explosion de Druillet. Voilà, explosion, complètement, oui. Explosion par rapport à son parcours et par rapport à la narration de bande dessinée. Ah oui. Bon, Druillet a eu un rôle fondamental dans cette apparition d'histoires de science-fiction complètement délirantes avec ses vaisseaux grandioses. Il a une postérité très très grande. Au cinéma, on a des films comme Alien, qui lui doivent beaucoup. Et Lon Sloan va poursuivre ses aventures à travers plusieurs épisodes qui sont réédités. Il y a même eu, il y a quelques années, une suite à Lon Sloan qui a ses amateurs. Bon, Druillet, c'est un personnage, un dessinateur fabuleux, bien sûr.
Pour moi, il est un petit peu avec un grain de folie, dirons-nous, même plus qu'un grain. Mais il a eu une importance très très grande dans l'évolution de la bande dessinée adulte, et notamment à travers une revue qui va prendre un peu le relais de Pilote dans les années 70, c'est Métal Hurlant. Eh bien, donc, très logiquement, parce que de toute façon, Druillet a travaillé avec Giraud, c'est bien ça, on peut parler de Blueberry, et on va même parler par la suite de Gaston Lagaffe, d'Achille Talon. On revient au classique en fait. Oui, alors Lieutenant Blueberry, on est dans le western. Là, c'est inspiré de Jerry Spring, toujours des Belges, on retrouve J.G. Voilà, j'ai cherché le nom, c'est J.G. Alors Jean Giraud, un auteur de très 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 grand talent, qui commence donc cette série dans Pilote dans les années 60, série promise à un bel avenir. Alors pour Blueberry, il s'inspire un peu de l'acteur Belmondo au début, avec son nez cassé. Il est appelé d'ailleurs nez cassé par les Indiens. C'est vrai. Et alors la série évolue considérablement, s'enrichit avec des albums sur la jeunesse de Blueberry, etc. Ça plaît beaucoup, et Giraud va entamer, je crois que c'est le plus grand dessinateur de BD français, et il va dessiner en s'inspirant peut-être aussi de la veine de Philippe Druillet sous le nom de Moebius, de la science-fiction, avec un dessin un peu différent de Blueberry. Avec Blueberry, on est dans une série réaliste, c'est le western traditionnel, avec des magnifiques paysages de l'Ouest, très très bien dessinés. Bon, ça c'est le premier album, ça reste encore très inspiré de J.G., très classique. Par la suite, ça va vraiment se libérer et s'améliorer aussi quant à la couleur. L'utilisation de la couleur dans Blueberry, c'est assez fabuleux. En fait, est-ce que les années 60, ce sont des années aventure ? Oui, création et aventure. On a vraiment ces jeunes auteurs qui rêvent de faire du nouveau. C'est ça qui est excellent. Alors, ils sont excellents. À l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas de formation en bande dessinée. Il y avait très peu d'écoles de bande dessinée, d'art graphique. Maintenant, il existe des formations, et les jeunes qui démarrent sont d'excellents techniciens du dessin. À l'époque, ça n'existait pas. C'était vraiment l'imagination, la création pure. Et il y a un personnage qui a joué un grand rôle dans tout ça, c'est notre auteur d'origine cartésienne, Raymond Poivet. On retrouve Raymond Poivet, qui était peut-être pas très connu, mais qui avait ouvert son atelier parisien, rue des Pyramides, aux jeunes auteurs, et qui leur prodiguait ses conseils. Et il y a même une anecdote un peu amusante, c'est quand Goscinny et Uderzo cherchent un héros, en fait, ils n'avaient pas pensé aux Gaulois Astérix dans un premier temps, ils avaient pensé à Renard, le renard du Moyen-Âge qui joue des tours à Isengrin le loup. Et c'est Poivet qui il dit, oui, bon, Renard c'est bien, mais d'abord ça a déjà été fait, et puis c'est un personnage qui est un peu limité, et c'est pour ça qu'ils ont choisi Astérix. Donc Raymond Poivet a eu une petite influence. Puisqu'on parle de Raymond Poivet, mais que nous avons évoqué le lieutenant Blueberry, est-ce qu'il est opportun de parler de Charlier ? Alors oui, j'ai dit que Jean Giraud, plus tard Moebius, est un excellent dessinateur, mais c'est surtout un dessinateur, c'est pas un scénariste. Et la bande dessinée, c'est quand même l'alliance du dessin et du texte. Et Jean-Michel Charlier a réalisé les scénarios d'énormément de séries d'aventures, dont Blueberry, et c'est grâce à lui que la série a pris cette épaisseur psychologique, parce que Blueberry, c'est un personnage d'une grande richesse et qui évolue aussi au fil de la série. Et puis il y a eu énormément d'autres grandes séries très populaires, scénarisées par Charlier. Dont Tanguy et la Verdure. Oui, voilà, les célèbres Tanguy et la Verdure, qui ont été adaptés aussi à la télévision, en feuilleton. En fait, il y a un baromètre. Si c'est adapté à la télé ou au cinéma, c'est que c'est de qualité. Et Gaston Lagaffe a été adapté au cinéma. Voilà. Alors, notre gaffeur qui commence aussi dans les années 60. Là aussi, Franquin, c'est un
indémodable de la bande dessinée. André Franquin, hein, le génial créateur de Gaston. Alors pour le coup, Gaston, il a vraiment pas vieilli. Hein. Je recommande vraiment à tout le monde de se plonger dans Gaston. Il y a environ 22 albums, je crois, hein, qui viennent d'être réédités d'ailleurs. Alors il y a une petite polémique actuellement parce qu'on voulait donner une suite à Gaston. Mais l'auteur d'abord ne le souhaitait pas et sa fille s'y oppose. Alors ça se fera peut-être, mais ça se fera difficilement. Alors Gaston, c'est un héros qui anticipe beaucoup parce qu'il est adepte. La slow attitude, hein, pas trop. Et c'est un écolo avant l'heure. C'est un écolo, c'est un inventeur, c'est vraiment un héros qui est une position vraiment très critique de la société de consommation et c'est très drôle surtout. Et c'est peut-être pour ça que c'est inadaptable, enfin, on ne peut pas prolonger les aventures de Gaston, tout comme Tintin parce que Hergé ne l'a pas souhaité, parce que Gaston parle d'un certain temps, les années 60, les années 70. Voilà, alors on trouve l'univers des bureaux, hein, avec les machines qui sont en général détraquées par Gaston, on a les voitures, on a tous les personnages qui gravitent autour de lui, hein, on a sa grande admiratrice, Mlle Jeanne, voilà, tout un univers extrêmement amusant avec ses gags qui évoluent sans cesse. Vraiment une des meilleures bandes dessinées, je pense, des années 60 et qui garde absolument sa modernité à l'heure actuelle, je trouve. Et donc, on va peut-être faire un aparté avec Boule et Bill, qui appartient plutôt au début des années 60, mais qui est quand même relatif à Gaston. Une série aussi très populaire. Alors, une des grandes qualités de Boule et Bill, c'est qu'elle est vraiment très, très, très accessible aux très jeunes enfants, hein, à travers, là aussi, ces gags. Et ça fonctionne plutôt par planche, hein. Donc la lecture, c'est très court, c'est un univers familial assez gentil, je dirais, et puis en même temps très humoristique. Il y a des gags, ça rebondit. Et vous voyez, pour dire à quel point la bande dessinée a évolué, dans les années 60, les auteurs n'étaient pas libres de publier ce qu'ils voulaient, et même Boule et Bill a été victime de la censure. Ah oui, on a eu une aventure qui a été interdite à un moment par le comité de censure parce que le chien, le jeune garçon, la Bill, s'amuse avec le chien, il en fait une espèce d'hélicoptère avec les oreilles qui tournent, et puis pour des raisons mystérieuses, ça choque la censure, voilà. Donc on a fait du chemin depuis, je crois. Alors, est-ce que Gaston Lagaffe, Achille Talon, pardon, a eu les foudres de la censure? Non. Alors Achille Talon, un autre fleuron de la bande dessinée d'humour, hein, là aussi avec des gags très amusants, avec toute une série de personnages. Il y a son voisin le funeste, hein, souvenez-vous, il devrait y avoir une loi contre les voisins, dit Achille Talon. Enfin, c'est plus adulte peut-être qu'enfant, hein, je pense. L'humour d'Achille Talon qui a pris peut-être un petit coup de vieux, mais qui reste néanmoins très, très agréable avec un dessin dans cette belle ligne franco-belge. Alors, une ligne franco-belge, on va tout de suite passer peut-être à Spirou et Fantasio. Alors là, on retrouve notre génial Franquin, bien sûr, hein, avec Spirou et Fantasio et leurs aventures. Pas mal d'albums. Alors, un des sommets, là, c'est une réédition. Alors, actuellement, une mode, c'est de rééditer justement tous ces grands classiques de la bande dessinée, mais souvent de les rééditer dans des éditions intégrales qui regroupent 3 aventures, hein, pour les collectionneurs. Je crois que c'est un grand plaisir. Puis, vous avez également, dans les maisons de la presse, on trouve des séries encyclopédiques par des maisons comme Atlas ou autres qui rééditent un petit peu tous ces grands classiques. Oui, avec un certain budget, parce que c'est toujours du 14 € l'album. Ah oui, mais ce sont des belles éditions pour les nostalgiques qui ont connu ça pendant leur enfance, parce qu'il y a des dossiers, on explique la série. Hein. Alors, Panade à Champignac, je pense que c'est un des sommets de cette série Spirou et Fantasio, hein, qui continue, là aussi, encore à l'heure actuelle. Mais la valeur sûre, c'est quand même le Spirou de Franquin. Oui, bien sûr, hein, avec ce dessin d'un dynamisme extraordinaire, hein, parce que la ligne franco-belge, ce dessin est simple peut-être, mais il est extraordinairement évocateur à travers des mouvements, hein, il y a une espèce de dynamique.
On arrive pratiquement à la fin de la décennie avec Cabu et son Grand Duduche. Voilà. Et Cellulite, ça par contre je ne connais pas. Par contre, Claire Bretéché, évidemment, tout le monde connaît. Alors Cabu, un grand dessinateur, promis à une carrière et puis un triste sort à la fin. Mais Cabu, on est dans les années 68, là déjà, un petit peu avant, un petit peu après. Et il crée ce héros dans Pilote, le Grand Duduche, qui est un lycéen, alors aux prises avec tout. On est entre la bande dessinée et le dessin satirique, là. Et ça s'adresse bien sûr à un public beaucoup plus adolescents et adultes, et on a tous les problèmes de société qui arrivent avec un humour vraiment décapant. Le Grand Duduche va avoir une belle carrière devant lui et va devenir très populaire parmi les étudiants. Il y a un envol après mai 68, mais ça commence déjà bien avant. J'allais vous dire, est-ce que ce sont les années 68 ? Est-ce qu'il y a un basculement dans les années 68 ? Oui, en ce sens que ça devient plus populaire, peut-être. Mais ça préexiste. Ça préexiste, mais c'était limité à un public de connaisseurs. Il est sûr que ces albums étaient relativement peu diffusés, sauf dans les grandes villes universitaires, par exemple. Après mai 68, ça se diffuse beaucoup plus. Puis il y a beaucoup plus d'étudiants aussi dans les universités, donc ça se diffuse beaucoup plus. Alors, l'autre héroïne, c'est une héroïne féminine, c'est Cellulite de Claire Bretéché. Alors là aussi, une grande nouveauté, elle commence dans Pilote à la fin des années 60. Première femme dans l'univers très masculin de la bande dessinée et première femme très talentueuse avec sa petite héroïne, la Cellulite, à qui il arrive des aventures pendables. Alors c'est une héroïne peut-être un peu dans la lignée des Bridget Jones et puis il y a beaucoup d'humour et d'autodérision. C'est à la fois très humoristique mais très tendre aussi, et puis très juste toujours. Claire Bretéché va vraiment s'imposer comme auteur de très grande qualité dans cet univers masculin. Et pour le coup, on parlait de Barbarella qui n'avait pas eu tellement de postérité. Claire Bretéché a vraiment, de nos jours, on a beaucoup de bandes dessinées écrites par des femmes sur ce genre de sujet un petit peu à la fois réaliste et très humoristique. Alors, j'ai parlé de Barbarella tout à l'heure, j'aurais pu évoquer aussi, je n'ai pas d'image sous la main, mais une autre héroïne qui a eu une grande importance et qui est très peu connue, c'est Pravda, la survivreuse. Alors, Barbarella était inspirée par Brigitte Bardot. Pravda, le modèle, c'est Françoise Hardy. Alors, elle circule à moto et c'est une héroïne plus que délurée. Donc, c'est une création de Guy Pellart, qui est un Belge. Là aussi, elle va avoir une existence presque confidentielle dans les années 60, mais elle a eu un grand rôle dans cette espèce de grande libération de la bande dessinée qui devient véritablement adulte. Alors, avant de passer à Valérian, qui sera pratiquement le dernier bouquin dont on parlera, j'aimerais qu'on parle de Gottlieb, qui est l'un de mes préférés. Alors, il y a la rubrique à Barack, mais il y a aussi d'autres titres. Gottlieb, donc, qui a explosé dans les années 60. Voilà, toujours dans cette veine satirique, très féroce, et puis toujours tellement juste, et les chutes sont vraiment géniales. Gottlieb, un illustrateur à travers de multiples personnages. On a des séries, il y a des séries aussi sur le cinéma aussi, qui Cinéma Stock, je crois. Et il y a Dupont-la-Joie. Voilà, puis Dupont-la-Joie et d'autres héros. Gottlieb, très talentueux, avec toujours sa petite coccinelle, et puis des clins d'œil très amusants. Voilà. Là, vraiment, le domaine satirique explose. Après Pilote, Pilote va continuer encore dans les années 70 et même 80, en s'essoufflant quand même petit à petit. Mais on a d'autres revues qui vont apparaître. Et puis, c'est l'époque de Harakiri et qui débouchera sur Charlie, Métal Hurlant, Fluide Glacial. Il y a vraiment de nombreuses revues satiriques à cette époque-là. Alors, peut-être pas une revue satirique, mais il y a aussi Pif Gadget. Oui, il y a Pif Gadget qui continue. Et puis, il y a aussi, de manière tout aussi discrète, mais dans les maisons de la presse, on a, vous savez, ces bandes dessinées de petit format Hakim qui continuent encore aujourd'hui, qui sont des bandes dessinées, de moins de création, mais pas toujours mauvaises, bandes dessinées d'aventure qui conservent leurs amateurs. Et donc, les amateurs
ont reconnu là Valérian, qui est là aussi un des points culminants de la bande dessinée. Valérian et Laureline. Alors Christin et Mézières a une série qui démarre avec un album, La Cité des eaux mouvantes. Hein. On a aussi Les mauvais rêves aussi qui revient après sur l'origine de Laureline, hein, qui vient du Moyen-Âge. Alors 2 héros qui sont des agents spatio-temporels qui circulent à travers la galaxie avec des aventures nombreuses, tout un tas de petits animaux très amusants qui ont inspiré d'ailleurs certaines scènes ont inspiré des films comme La Guerre des Étoiles par exemple. On a des scènes dans les bars interstellaires avec des aventuriers, avec des personnages. C'est toujours très amusant, plein d'aventures. Et puis il y a Laureline Valérian qui est quelquefois un peu sérieux et Laureline qui le booste un peu quelquefois. C'est vraiment une des meilleures, je pense, séries de science-fiction. Qui a inspiré Luc Besson, notamment pour Le 5e élément, et Luc Besson qui a adapté Valérian et Laureline. Oui. J'ai eu un peu le regret. L'adaptation était intéressante et était pas mal, mais l'actrice qui a incarné Laureline n'était pas tout à fait dans le rôle, je pense. C'était un peu un loupé, je trouve. Mais bon. Quelle conclusion peut-on apporter à ces années 60 ? Un foisonnement, hein, vous l'avez vu, un foisonnement à la fois de bandes dessinées de très très grande qualité, donc dans le domaine de l'humour essentiellement, de l'aventure, des aventures, oui on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a énormément, il y a des bandes dessinées sur les pirates, il y a Barbe Rouge, il y a, on en a pour tous les goûts je dirais, hein, il y a les espions, il y a les... voilà. Et puis la naissance vraiment de la bande dessinée adulte, la consécration aussi de la bande dessinée comme un art qui va être de plus en plus reconnu. C'est le début, hein, c'est le début. Après, on a ces années 70 où ça explose, après mai 68, et puis maintenant, je ne dis pas que c'est devenu un art officiel, mais c'est reconnu de manière beaucoup plus grande. Alors, toujours, je vais ajouter pour finir aussi un petit mot peut-être sur Raymond Pohivet. Oui, le cartésien, le local de l'étape. Qui est toujours présent dans cette bande dessinée à travers sa série de science-fiction, Les Pionniers de l'Espérance, et puis à travers d'autres séries. Il collabore assez souvent à Pilote avec une série d'espionnage. Ça s'appelle Allo DMA. Alors ce sont 2 journalistes entreprenants et courageux, hein, et ils se font aider souvent de scientifiques. Il y a un côté aussi très rationnel et ils ont des aventures absolument incroyables avec des personnages. Ça fait penser peut-être à l'univers de James Bond aussi, avec le méchant qui est quelquefois un asiatique ou le savant fou. Et nos 2 courageux journalistes déjouent tous les pièges et s'en sortent toujours vivants comme Moran. C'est un peu ce schéma-là, mais avec un dessin prodigieux et beaucoup de talent. Alors Raymond Pohivet n'a pas eu la fortune de tous les auteurs dont nous venons de parler, parce qu'il a été très très peu édité en album par contre. Hein. L'essentiel de son œuvre, ça se trouve dans les revues, mais il est donc très connu des collectionneurs. Il a eu aussi un rôle très très important dans la formation des jeunes auteurs de BD, qu'il appelait d'ailleurs le maître. Voilà, rien que ça. Rien que ça. Et c'est une figure cartésienne. Oui, voilà, puisqu'il est né au Cateau et qu'il a eu une très très belle carrière avec de nombreuses séries et un dessin vraiment extraordinaire. Parce que dans les années 60, on n'est pas, bien sûr... on est très loin encore de l'ère du numérique, les ordinateurs ne sont pas encore là, et tout est fait à la main en fait, hein, c'est vraiment du dessin. Bon, maintenant la bande dessinée d'aujourd'hui a été révolutionnée par le numérique qui permet d'autres manières de s'exprimer, ou alors c'est un mélange quelquefois des deux, hein. Certains auteurs mettent un fond en numérique et puis dessinent par-dessus. Bon. Mais dans les années 60, c'est vraiment l'art du dessin, et on a vraiment d'excellents dessinateurs hein, qui se sont fait la main sur toutes ces revues, Pilote, Tintin, Spirou et autres, et qui ont sorti des albums vraiment très importants, à tel point que ces séries-là, on les continue et on réédite tous ces grands albums.
Et ils sont adaptés également au cinéma, à la télévision, que sais-je. Merci beaucoup Madame Bouvard de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir parlé d'un sujet passionnant. Est-ce qu'il serait opportun de refaire une émission sur la bande dessinée des années 70 ? Ah, on pourra peut-être, oui, il faudra sélectionner quelques auteurs. On a notamment l'explosion de la bande dessinée, et puis de la satire à travers des dessins satiriques. Mais on a vraiment d'excellents auteurs. Et la France, la Belgique sont vraiment au cœur de la bande dessinée mondiale aussi. Par la suite, on aura bien sûr le manga et le comics, mais ça, c'est d'ailleurs une autre histoire aussi qu'on pourra faire, qui est également très intéressante, mais qui n'est pas encore d'actualité dans les années 60. Bon, le rendez-vous est presque pris. En tout cas, merci. Et donc, j'encourage nos téléspectateurs à venir à la bibliothèque découvrir toutes ces bandes dessinées, puisque toutes ces bandes dessinées sont libres et en prêt. Merci beaucoup, à très bientôt.